Donc, on s'est vu donc, la dernière fois au mois de mai, sur exactement le même format, on n'était pas loin d'ici. Et donc, l'idée était de dire, on va poser sur la table les sujets du dialogue. Moi, sur le champ plutôt sociétal, qui est le sujet que je connais, je ne suis pas du tout scientifique, ni historien, ni psychiatre, ni psychologue. Je ne suis pas psychologue non plus, je suis psychanalyste et psychiatre. Et Jeanne, de son côté, va compléter, va apporter son regard sur le sujet pour pouvoir essayer d'apporter une réflexion et surtout engager le dialogue, puisque l'idée de ces rencontres est de faire de l'interaction. Alors, pour me présenter en 2 mots, je suis chef d'entreprise, je dirige une agence de publicité, un réseau d'agences de publicité sur les Antilles depuis une 30aine d'années. Et puis à côté de ça, j'ai écrit quelques livres, notamment sur cette thématique, qui est la thématique sociétale, la thématique identitaire aux Antilles, et puis quelques romans également. Oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas une présentation de livre, parce que Emmanuel a écrit plusieurs livres que je trouve intéressants et importants. Aussi un écrivain. D'ailleurs, il y a une séance de dédicace demain. Si ça vous intéresse, demain, chez l'Harmattan, je ne sais plus quelle adresse, au 21... Rue des Écoles. Rue des Écoles, voilà. Voilà, donc à partir de 19h, une séance de signature sur ce livre, qui parle en creux de Manon Tardon, en fait. En creux. Dans la publicité, vous avez vécu là-bas, vous avez passé votre enfance. Alors moi, je suis martiniquais d'origine, je suis ce qu'on appelle un béquet. Donc né en Martinique, j'ai fait mes petites échappées pour mes études après mon bac, mais j'ai toujours travaillé aux Antilles. J'ai toujours vécu aux Antilles. Et nous avons, en commençant ce type de rencontre, Emmanuel et moi, nous avons ouvert une porte dans un mur sauf que ça ne dialogue pas en Martinique. C'est un mur qui avait fait une fenêtre. Beaucoup, exactement. Alors, Jeanne m'a demandé de faire un petit topo général sur la situation. Donc, je vais vous faire on se donne 5 à 10 minutes pour résumer un petit peu là où on en est en matière de dialogue aux Antilles. Bon, d'abord, faire quelques constats. Le premier constat, c'est que le dialogue au sein de la société martiniquaise est compliqué et difficile, notamment le dialogue collectif. Le dialogue personnel, interpersonnel, il fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de malaise, mais dès qu'on bascule dans le champ collectif, eh bien là s'installent des postures, s'installent des représentations sociales qui fait qu'on fonctionne non pas d'individu à individu, mais de représentation à représentation. Et là, on embarque énormément de choses issues soit d'un passé mal digéré, donc il y a le poids du passé qui est encore très présent dans nos relations de dialogue. Il y a plein de réalités et tout ça fait que la société aujourd'hui, si on peut la caractériser, ces situations de dialogue deviennent très vite conflictuelles, non pas sur des sujets précis, mais qui sont des sujets qui sont prétextes à réveiller des souffrances. Et c'est le professeur Aimé Charles-Nicolas qui parle d'ailleurs de bouc émissarisation, avec une nécessité pour les populations d'identifier les coupables de beaucoup de malheurs. Et c'est vrai qu'il y a des sujets de crise. En ce moment, le sujet qui nous intéresse de très près, c'est la vie chère. Vous savez qu'en Martinique, en ce moment, ça flambe. Les bus sont brûlés, les entreprises sont brûlées, il y a de la violence. Donc la vie chère a été le catalyseur. Il y a eu le chlordécone, il y a eu le Covid. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui créent des crispations, qui sont des sujets qui traversent le monde d'ailleurs, et ce ne sont pas des spécialités de chez nous, mais qui chez nous prennent des couleurs, c'est le cas de le dire, singulières du fait de la composition de la société qui, il faut bien le dire, est racialisée. Il y a une segmentation par typologie de couleurs de notre société et qui est le triste héritage de notre passé. Donc voilà ce qu'on peut dire pour la situation. Et c'est vrai que cette problématique du dialogue difficile a des conséquences sur notre développement économique, social et culturel. On sent bien que
qu'on installe des freins dans notre propre développement du fait de ces difficultés de dialogue. Et donc, beaucoup de gens qui analysent tout ça se disent, si on veut retrouver une dynamique, même économique, il faut absolument trouver des solutions, et notamment la solution passe par le réveil d'une capacité de dialogue. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à la question. Il y a même eu des initiatives, mais ça, on va en parler, de créer des instituts du dialogue social chez nous pour pouvoir nous apprendre à dépasser nos représentations pour enfin nous adresser, communiquer les uns les autres en allant sur les vrais sujets et non pas sur les sujets de surface qui finalement masquent souvent les réalités. Donc je vais passer sur le contexte un peu historique que vous connaissez déjà assez bien, c'est peut-être pas la peine de m'étendre dessus. J'ai identifié à ce stade 4 barrières au dialogue. Alors je vais les lister, mais je pense que Jeanne va vraiment creuser tout ça avec beaucoup plus de talent que moi. Mais en vrac, il y a d'abord la question de la langue, avec la percussion entre le créole et le français, qui est une réalité qui parfois vient gêner aussi. On est dans des éléments techniques qui parfois peuvent venir s'installer comme un frein dans le dialogue. Il y a la stratification sociale qui, et c'est une réalité, maintient les communautés dans leurs tunnels. Les mulâtres, les béquets, les métros, les noirs, chacun vit dans son monde et chacun organise un petit peu. C'est l'image qui avait été exprimée par Alain Bauer la semaine dernière en Martinique, c'est le tuyau d'orgue. On est dans nos tuyaux d'orgue, on a chacun raison dans nos camps et on a du mal à créer la transversalité. C'est une réalité de stratification sociale qui est un des freins, en tout cas, perçus du dialogue. Ça engendre des stéréotypes et des clichés. Donc là, c'est le retour des représentations sociales et qui submergent les imaginaires et qui installent des mythes qui sont très forts entre nous. On a du mal à enlever, à déshabiller ces représentations pour atteindre l'autre. Et puis le dernier point que j'identifie comme étant un frein une barrière au dialogue, bon ça c'est un phénomène mondial, mais qui je trouve prend de l'ampleur partout, mais chez nous en particulier, c'est la polarisation des pensées générées notamment par les réseaux sociaux. C'est assez affolant de voir à quel point, Dieu sait si on est nous sommes dans des territoires où la nuance est requise, enfin c'est important d'être nuancé parce que si on reste campé sur des clichés, on va dans le mur, et bien cet esprit de nuance, elle est freinée par l'existence même des réseaux sociaux qui polarisent, qui exacerbent, qui radicalisent. Je dis souvent que moi j'ai eu la chance de naître dans un monde où j'ai appris thèse, antithèse, synthèse. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'il n'y a plus que thèse. Et puis taisez-vous très vite. Il y a thèse et anti. Ouais, voilà, donc le dialogue sociétal est au cœur de la problématique du développement de la Martinique, sous tous ses pans. Pourtant, il y a quand même eu des expériences. Et moi, quand on pose ce problème, on se dit, on peut se dire, mon Dieu, mais ça fait des siècles qu'on traîne une incapacité à régler nos capacités de parler. Pourtant, il y a eu des expériences, et dont des expériences très positives, et que je veux citer pour rappeler qu'on peut s'en inspirer peut-être pour aller plus loin. Une expérience, on en avait parlé à la dernière rencontre, mais je vais la reciter parce qu'elle me semble essentielle, c'est l'expérience du dialogue social, et non pas sociétal, qui a eu lieu à la fin des années 90 en Martinique. Pour ceux qui ont connu la Martinique à cette période, il y avait des confrontations terribles dans le monde du travail entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés. Il y avait des fractures, mais qui étaient d'une violence inouïe, et ça se matérialisait par des conflits qui s'éternisaient. Vous avez peut-être en mémoire le fameux conflit de Toyota qui a duré 11 mois, des conflits chez Roger Albert. Enfin, le secteur privé, l'entreprise privée était prisonnier de conflits sociaux qui étaient d'une violence terrible, et on dénombrait chaque année environ 20 000 journées de travail perdues. C'était ça la réalité comptable
de ces conflits. Et on vivait dans ce monde conflictuel. Vous voyez, les salariés qui dépendaient d'un syndicat étaient dans l'incapacité de dialoguer avec les représentants patronaux, si ce n'est que dans des bras de fer, et qui devaient se terminer non pas par des compromis, mais par l'affaiblissement d'un camp contre l'autre. C'était ça le principe de la relation, c'était d'une violence inouïe. Et on est arrivé en 99 au constat que là, on était au bout d'un système qui ne pouvait plus fonctionner, et une initiative a été prise, je crois que c'est la direction du travail, donc c'est l'État qui a pris cette initiative, et qui a fait quelque chose de remarquable. Ils ont réuni les principaux représentants du monde de l'entreprise, donc les grands syndicats patronaux, et quelques grands chefs d'entreprise emblématiques. Ils ont réuni les principaux syndicats de salariés et quelques représentants de la société civile issus du monde salarié, quelques représentants de la société civile issus de l'administration, issus du champ culturel. Bref, ils ont créé une cohorte d'une 50aine d'individus, et pendant plus d'un an, ils ont organisé des sessions où ils ont forcé le dialogue. Donc il y a eu, ça a été très bien animé par des méthodes assez pointues. Il y a eu des conférences qui ont été organisées entre eux toutes les semaines. Il y a eu des voyages collectifs qui ont été organisés pour les sortir de leur espace quotidien, pour les emmener alors à Saint-Martin, à Saint-Domingue, au Québec, à Madrid, à Toulouse, dans différentes régions de France. Et petit à petit, il y a eu des purges sur la thématique notamment des représentations sociales, où on a fait parler les différents représentants de ces mondes, donc le monde syndical contre le monde patronal, pour que chacun comprenne que la vision que l'un portait sur l'autre était une vision qui était complètement masquée par les représentations qu'on se faisait du collectif, par des postures. Et donc on a déconstruit tout ça, donc avec l'aide de spécialistes qui ont abordé le sujet et pour pouvoir déconstruire ces représentations. Et puis il y a un autre phénomène que moi je trouve qui finalement est le plus important, c'est que le fait que ça ait duré longtemps, qu'il y ait eu des rencontres qui se sont multipliées, qu'on ait voyagé, eh bien tout simplement des liens se sont créés, et des liens d'amitié se sont créés, des liens improbables d'amitié se sont créés. Et j'ai plein d'anecdotes, notamment dans le bus qui va d'un point à un autre, où il y a 2 heures de bus. Dans le même bus, il y a les syndicalistes et puis il y a les patrons. Et puis à l'arrivée, tout le monde chante les mêmes chansons, etc. On arrive fatigué à l'hôtel, on finit par prendre le punch, et puis on commence à parler créole, et puis ça y est, et puis il se passe quelque chose où ce sont des individus qui se retrouvent et qui finalement réalisent par petites touches qu'il y a beaucoup plus de points communs, de points de convergence que de points de divergence. Et ça, cette expérience, elle a été fondamentale parce que d'abord, elle a eu des résultats très concrets. Elle a permis, au bout d'un an, de signer une charte pour la modernisation du dialogue social à la Martinique. Elle a permis de créer la DSM qui est l'Association pour la modernisation du dialogue social. Elle a permis de mettre en place des conciliateurs, des médiateurs bénévoles en cas de conflit, de manière à désamorcer les conflits avant même qu'ils ne se durcissent. Et puis surtout, elle a permis de créer une association qui, 25 ans après, vit encore et est très active, qui est l'ARACT, l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, avec des présidences tournantes, syndicats, patronat. Et là, on a réussi d'abord à instaurer des liens interpersonnels qui ont été fructueux, mais également de mettre en place des outils autour du dialogue social. Et la conflictualité a considérablement baissé en Martinique. D'ailleurs, il n'y a pratiquement plus de grève dans le secteur privé. On est passé en 3 ans de 20 000 journées perdues à 1800 journées perdues. 3 ans après et aujourd'hui, regardez bien ce qui se passe. Et moi j'ai eu la chance de naître professionnellement dans cette séquence et donc de voir, de grandir dans les relations de travail dans ces 2 décennies. Eh bien, on est très peu confronté à des conflits sociaux dans le secteur privé. Les conflits qui existent,
sont essentiellement, proviennent essentiellement du secteur public ou parapublic, mais la réalité c'est que le dialogue s'est beaucoup amélioré dans le secteur privé et on le doit à quelques bonnes volontés qui ont compris qu'il fallait sortir des postures. Donc, donc je vous cite cet exemple parce que on se prend à rêver, on se dit, mais si on l'a fait à l'échelle du monde du travail, pourquoi ne pourrait-on pas le faire à l'échelle plus large d'une société? Alors ça soulève peut-être des difficultés différentes, mais après tout, je me souviens, en 99, j'étais jeune chef d'entreprise, pour moi, la réconciliation était impossible. Elle était impossible. On ne pouvait pas imaginer un jour parler, déjeuner à la même table avec son ennemi du camp d'en face. Or, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, ce qui était impossible est devenu possible. Donc, ce qui paraît difficile aujourd'hui à l'échelle de la société, soyons un peu utopiques, pour reprendre les mots de Césaire, l'utopie refondatrice, il y a peut-être, en tout cas, il faut s'inspirer de ces solutions de succès pour pouvoir construire les choses. Et donc, cette méthodologie, bien évidemment, un certain nombre de personnes se sont penchées dessus. Pour y parvenir, en fait, il faut deux choses. Il faut d'abord des bonnes volontés qui se déclarent prêts à oser le franchissement des lignes, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut aussi, je crois, une volonté politique. Des lignes imaginaires, absolument. Pas que. Mais il faut aussi une volonté politique, une volonté politique majeure, parce que ça ne peut pas se faire si la dialectique politique antillaise reste, elle, sur le fonds de commerce des blocs. Bon, et donc là, on a un vrai problème. Et donc, je n'ai pas la clé, mais je sens bien que là, il y a un frein. Et tant qu'on n'aura pas levé ce frein politique, qui aujourd'hui est un frein bloquant, on ne pourra pas y parvenir. Je voulais aussi, avant de passer le relais à Jeanne, vous rappeler quelques expériences, parce que ça, c'est une expérience réussie, mais il y a eu d'autres expériences qui ont été tentées. Il ne faut pas non plus se dire, nous sommes dans nos tuyaux d'orgue éternellement coincés, où personne n'a pris d'initiative. C'est faux, il y a eu beaucoup d'initiatives, il y a eu beaucoup d'actions fortes, symboliques pour certaines, plus ouvertes pour d'autres, qui n'ont pas perduré pour certaines, mais qui ont perduré pour d'autres. Donc c'est important de le rappeler pour se dire que quand même, il y a eu des choses intéressantes. José évoquait tout à l'heure l'initiative de Roger. Moi, je veux revenir dessus 2 minutes. Roger Jaham, on est en 1998, c'est le 151 de l'abolition de l'esclavage. C'est un sujet tabou. En tout cas, chez les Békés, c'est un sujet qu'on n'aborde pas. Il y a la chape de plomb. Ce mot n'existe pas dans nos discussions. Et Roger prend conscience. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Roger est un Béké. Pour ceux qui ne le savent pas. Roger prend conscience qu'il faut faire bouger les lignes. Et il écrit un texte magnifique qui s'appelle « Nous nous souvenons », que vous trouverez sur Internet. Enfin, je pourrais vous le lire si vous voulez, parce que je l'ai là. Et c'est un texte qui reconnaît l'esclavage, crime contre l'humanité. Alors aujourd'hui, ça paraît anodin de le dire, mais à l'époque, c'est une vraie bombe. Et il écrit ça, la loi de Taubira n'existe pas encore, elle vient 3 ans après. Il écrit ce texte et il prend son bâton de pèlerin et il va voir toutes les familles békées, il fait le tour de l'île. Il n'y a pas d'internet à l'époque, c'est pas je t'envoie un mail et tu réponds, pour obtenir des signatures, pour arracher des signatures sur un texte fort, engageant. Ça dure 1 an, donc il frappe à toutes les portes, il engage des débats dans sa communauté, des débats houleux, certains adhèrent très vite, d'autres résistent parce que c'est pas... Et il obtient 400 signatures. Autrement dit, et c'est une année de travail. Je trouve que cette séquence est assez peu connue et elle est incroyable en réalité. Quand on replace les efforts qu'il a pu faire dans un environnement qui n'était pas propice à obtenir des signatures par les voies électroniques ou même le fax n'existait pas encore à l'époque, on était dans une démarche très volontariste. Le deuxième acte que j'ai envie de citer, c'est la rencontre entre Aimé Césaire et Bernard Ayotte, qui ont planté le Corps Baril en 2001.
Là aussi, c'était un acte fort. Alors, c'est un acte symbolique, mais qui a donné lieu à des discours d'une puissance formidable. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le discours d'Aimé Césaire, qui est un discours, moi, qui m'émeut beaucoup, notamment quand il parle de la bifoliation de la feuille du courbaril, Ah oui. avec la symbolique. Je crois que c'est très important justement pour la Martinique. Hein. Oui, C'est pas n'importe quel arbre qui a été choisi. Absolument. Et on sent que ces deux hommes, qui étaient quand même sur deux champs très opposés, parce que l'histoire et les relations politiques les mettaient à l'écart, ils ont su dépasser leurs contradictions pour se retrouver. Et c'était pas un geste fait sur un coin de table. Enfin, on sent bien quand on lit ce discours de Césaire à quel point tout a été pensé, tout a été réfléchi, le choix de l'essence de l'arbre, le lieu. Enfin, donc moi je trouve que c'est un acte fort. D'ailleurs, Serge Letchimy, 13 ans après, est revenu pour entériner la démarche d'Aimé Césaire et de Bernard Ayotte à l'habitation Clément, donc en 2013. Ce qui d'ailleurs me surprend qu'aujourd'hui il est un peu levé le pied sur. Mais en tout cas, il a eu ce geste de prolongation. Je veux aussi citer comme troisième exemple, ce que tu évoquais aussi, c'est la création de Tous Créoles qui est arrivée bien après. Tous Créoles, qui est une association qui a été un peu critiquée parce que voilà, on aime. Mais bon, en tout cas, la démarche et de sincérité qu'il y avait derrière l'initiative, elle était réelle. Il fallait réunir les différentes composantes de la société martiniquaise autour d'un slogan, qui est le slogan porté aujourd'hui, qui est « Faire de notre différence une œuvre collective ». Donc c'est Roger Jaham et Gérard Dorling-Carter, donc un béquet et un afrodescendant, qui ensemble, là encore, qui au moment de la création de cette association étaient sur des voies très opposées, politiquement incompatibles, idéologiquement incompatibles, et qui pourtant ont fait ce geste de créer une association ensemble et de la porter, avec des hauts et des bas. Forcément, les choses ne sont jamais un long fleuve tranquille. Et cette association aujourd'hui fonctionne bien. Elle est coprésidée par mon épouse Dorothée, qui partage la présidence avec Gérard Dorling-Carter, qui après un épisode de retrait est revenu aux commandes il y a 3 ou 4 ans. Et cette association fait aujourd'hui des choses très discrètes. La nouvelle gouvernance a choisi d'agir, de créer des liens d'amitié. C'est la politique des petits pas, mais qui sont des petits pas justes, des petits pas d'amitié. Et aujourd'hui, elle s'inscrit dans le paysage de manière sans aucune vantardise, en discrétion, mais en efficacité. Et je crois cette association fait de très belles choses. On pourra en parler si vous voulez. Elle pourra en parler, la présidente. Ah ben oui, pourquoi pas. Tout à l'heure. Je vais en citer encore deux autres. Je vais citer l'initiative du professeur Aimé Charles Nicolas il y a 3 ans autour des 36 heures pour demain. J'aime bien citer cet exemple parce que lui, son regard est de dire la société martiniquaise est tournée vers le passé. Elle est coincée dans ce rétroviseur qui prend trop de place dans la voiture. Et il dit est bloquée dans le passé et va chercher dans le passé toutes les raisons de dysfonctionner aujourd'hui. Et lui, il dit il faut casser cette logique. Et sa manière de raisonner, que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est de dire il faut disrupter et il faut pousser la communauté martiniquaise dans son ensemble, non pas à dépasser le passé, mais à penser le futur. Il y a un moment donné, c'est quand on regarde devant, réellement, et quand on imagine le futur. Et il a fait un truc assez dingue. Il a réuni, alors ça a duré plus d'1 an et demi, de réunir des différents groupes de réflexion sur le champ économique, sur le champ du tourisme, sur le champ de l'industrie, sur le champ de l'éducation, enfin, sur des grandes thématiques pour dire, imaginez ce que sera la Martinique en 2036. Et le boulot, c'est de dire, soyez créatifs, mais projetez-vous. Quelle sera la culture en 2036? Quelle sera la littérature en 2036? Quelle sera l'éducation en 2036? Comment seront nos industries en 2036? Comment sera le commerce, etc. Et il s'est fait aider là encore par des équipes de l'UNESCO, puisqu'il y a un outil qui s'appelle la littératie des futurs, qui matérialise la réflexion pour nous apprendre à penser au futur. Et nous, on a participé à quelques séances, donc il y avait mis bout à bout plusieurs centaines de Martiniquais de toutes
de tous origines qui ont apporté leur contribution à cette aventure. Et alors, je peux pas vous dire que le résultat est abouti à des solutions sonnantes et trébuchantes, mais en tout cas, ceux qui ont participé au processus, là encore, ça a été un formidable prétexte de rencontre, de création d'amitié, parce que pendant 1 an et demi, sans se connaître, on se voyait et on partageait un espoir, une espérance. Et bien, je peux vous assurer que très vite, ça crée des liens qui deviennent très solides et qu'on entretient par la suite. Cette manière de décadrer les choses, je veux citer ça comme étant un exemple réussi. Et puis un exemple échoué, un exemple avorté, qui est l'initiative que Marie-Josée Ali et moi-même avons prise en 2022 autour du Palais Poutambe. Vous avez peut-être entendu parler de cette initiative qui consistait à réunir tous les jours, pendant 33 jours d'affilée, donc un jour une commune, de réunir un béquet, un non-béquet, un psychologue, un historien et un universitaire sous l'animation de Marie-Josée Ali, devant un public, non pas un public réuni dans des salles fermées, mais en mairie publique. Et l'idée était de s'exposer au dialogue, c'était vraiment ça l'intention, pour pouvoir alors, selon son point de vue, mais je dis bien c'est son point de vue parce que on peut ne pas y adhérer complètement. Selon son point de vue, c'est de dire, ça fait 200 ans qu'il y a une chape de plomb sur notre histoire, on tait beaucoup de choses et on est dans un non-dit qui est entretenu et qu'il était temps de soulever le couvercle pour pouvoir se parler librement, sans aucun filtre et en toute liberté et en toute franchise. Et donc c'était ça son intention. Malheureusement, cette initiative a été avortée du fait de blocages, de mouvements activistes qui ont interdit le dialogue. Donc il y a eu un groupe, ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient une dizaine. 2022. C'était au mois de mai 2022, ou 2023 2022. Non, la page avait été tournée sur le Covid. Et donc, ça a été très violent. Ces mouvements ont été très agressifs et ils ont, notamment Marie-Josée Ali en a pris plein la figure parce qu'elle a dû faire face à ces mouvements et donc on a dû renoncer alors que le planning avait été établi, les mairies avaient accepté, les invitations avaient été lancées et je pense que la Martinique est passée à côté d'une vraie occasion qui aurait été difficile, je ne cache pas, ça aurait été des séquences dures, mais peut-être fallait-il passer par là si on veut réellement oser le dialogue. Ça fait l'objet d'un petit livre que j'ai écrit qui s'appelle « Chronique d'un dialogue difficile ». Donc ça résume complètement l'histoire du Palais Poutambe, puisque derrière, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer qui identifient les voies de blocage. Et je reviens notamment aux voies politiques, qui, à mon sens, est un problème assez majeur. Voilà pour tout ce qui est initiative collective. Et puis pour conclure complètement, je dirais que ce sujet, alors oui, il y a des initiatives à prendre, comme celle que l'on prend aujourd'hui, c'en est une, et il faut la mettre au crédit des choses qu'il faut faire. Il faut multiplier ces rencontres, je pense que c'est nécessaire. Et puis il y a des initiatives individuelles que chacun prend tous les jours. Et là, je veux dire que, contrairement à ce qu'on pense, moi je vois autour de moi énormément de gens de bonne volonté qui, à titre individuel, franchissent les lignes, poussent les portes, rentrent dans les associations. Je vois Boris avec qui on a travaillé longuement sur Contact Entreprise. Pour moi, c'est une action. Enfin, le monde, la vie associative et l'engagement dans la vie associative fait partie des solutions. Voilà. Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir une expérience tout à fait singulière en 2020. Non, pas les Poutambe, c'est en 2023. Et c'est en 2022 que j'ai fait mon expérience de dialogue avec Steve Folagadet. Ah oui, ça c'est... Alors Steve Folagadet, pour ceux qui ne le connaissent pas,
C'est un universitaire afrodescendant, c'est comme ça qu'il se définit. Il est plutôt, il se définit comme activiste, donc activiste dur, mais intelligent, comme qu'on peut être les deux. C'est intéressant parce que les activistes, ils agissent. Hein. Et lui, c'est quelqu'un qui a porté un peu les mouvements RVN, rouge, vert, noir, aux Antilles. Et le hasard a fait, c'est après mon tout premier livre qui s'appelle Ubuntu, qu'on s'est retrouvés à devoir dialoguer, d'abord de manière un peu cachée, parce qu'il ne fallait pas qu'on nous voit ensemble. Donc il m'a donné rendez-vous dans un terrain vague en fin de journée, et on s'est vu une première fois. On n'est pas du tout tombé d'accord sur pratiquement rien, mais on s'est parlé. Et c'était très intéressant fondamentalement, parce qu'on a exposé nos points de vue mutuels, et on a prolongé l'expérience. Ça a duré 1 an, et pendant 1 an, tous les mercredis de 17h à 18h, on se voyait sur le même banc, sur le même terrain vague. Et donc c'était une rencontre, moi, qui m'a profondément changé, je tiens à le dire, parce que là, c'est un vrai franchissement de ligne. Parce que Steve Gaddez, c'est quelqu'un, compte tenu de ce que je représente, j'aurais jamais dû le rencontrer. Si je restais dans ce que me dicte ma société, j'aurais dû rester dans mon tuyau d'orgue, et rien n'aurait dû me faire rencontrer Steve Gaddez. Et Steve, de la même manière, n'aurait pas dû me rencontrer. J'ai été le premier béquet avec qui il a parlé, il me l'a dit. Et donc on a enregistré 7 de nos dialogues, simplement, et on a remis ces dialogues tels quels, sans les retravailler, à un éditeur qui a bien voulu en faire un livre, qui a trouvé que c'était une bonne idée. Et ce livre-là a dû être assumé par nous deux, mais surtout par lui, parce que sur la couverture, vous avez un béquet et un non-béquet activiste. Oui, imaginez, mettez-vous 2 minutes à sa place, c'était très dur pour lui d'assumer cette proximité, cette promiscuité même, j'ai envie de dire, avec moi. Le titre du livre, c'est Dialogue improbable. Dialogue improbable, et donc c'est la restitution des dialogues. Et je pense que c'est une initiative qui veut ce qu'elle est. Là, pour le coup, on est dans le champ des initiatives individuelles, mais elle a eu quand même sa répercussion publique. Je pense qu'elle a sans doute fait bouger quelques lignes. Oui, excuse-moi, c'est ce que je voulais te demander. Quel retentissement ça a eu en Martinique? Alors, ça a eu des retentissements énormes en Martinique, notamment dans la communauté activiste, parce qu'il y a eu ça a été très dur. Lui, Steve a dû faire face à beaucoup de critiques, mais en même temps, on s'est revus après, bien évidemment, il me dit, mais en réalité, ça a aussi peut-être permis de faire avancer pas mal d'idées et de faire évoluer le mouvement activiste dans un sens de pensée plus nuancé. Je reprends ces mots, mais en tout cas, ça a créé une rupture qui m'a fait comprendre, et on le retrouve d'ailleurs bien dans l'expérience Palais Écoutante, que le dialogue, c'est quelque chose de très puissant. Parce que le dialogue fait changer les choses. Ne pas dialoguer maintient les clivages. Si vous voulez ne pas régler les problèmes, c'est pas compliqué, ne parlez pas. Et là, en ne parlant pas, vous êtes sûr que vous n'allez rien régler, ça c'est certain. Si vous voulez tenter de régler les problèmes, parlez, vous avez une chance que ça bouge. Et c'est tellement vrai que les mouvements activistes ont bien compris le danger. Alors, certains mouvements politiques plutôt, je ne dirais pas activistes, certains mouvements politiques ont bien compris le danger du dialogue, parce que le dialogue, pour certains, il faut impérativement le refuser, parce que le dialogue viendrait rompre un fonds de commerce qui est aujourd'hui installé depuis des décennies et qui vit, alors sans le dire ouvertement, mais c'est une réalité, moi je l'affirme et je le démontre dans ce livre-là, qui vit du conflit et de la conflictualité, ça fait partie. Et donc, oser le dialogue, c'est prendre le risque de s'évanouir et se dissiper et de disparaître. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des résistances très fortes au dialogue,
notamment dans les milieux un peu radicaux, parce que c'est une question de survie politique. Voilà, donc, mais quand vous entendez les choses comme ça, moi j'ai tendance à voir les choses de manière positive, en dire si on le voit comme étant un risque, ça veut bien dire que le dialogue est une arme puissante, et donc moi je me range plutôt du côté de la vision positive. J'ai été trop long, je vous demande excuse, je te passe la parole. Non, tu n'as pas été trop long. Ce qu'il y a, c'est que Emmanuel m'avait dit on va se donner à toi et à moi 15 minutes. Ensuite, au téléphone, il m'a dit 10 minutes. Et puis là, tout à l'heure, j'ai entendu 5 minutes. Alors, bon, c'est sûr, j'étais sûre que ce n'était pas possible. Hein, ce qu'on a à dire, ce que nous avons à dire l'un et l'autre, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Alors, bon, je suis psychanalyste, psychiatre, et donc cette question du dialogue, c'est une question qui est très importante puisque ça met en jeu la parole. Hein, et la parole, c'est pas une dimension qui m'est étrangère dans mon travail, dans mon expérience. Donc, je vais vous parler à partir de l'expérience que j'ai eue. J'ai travaillé en Martinique. J'ai tenté 2 fois des retours en Martinique. Voilà, il y a des choses qui ont pu se faire et d'autres pas, donc je suis repartie. Donc on va essayer de voir un peu ce que je peux vous dire. C'est des choses très complexes, très compliquées que je vais essayer de vous dire de façon la plus simple possible, si c'est possible. Vous me direz. Sur la parole interdite, bien sûr, je crois que tu as tout à fait raison. Moi, j'ai eu une expérience aussi à la mairie de Saint-Denis, à Paris, en banlieue parisienne. Il y avait une exposition qui a été proposée à la mairie de Saint-Denis. Il se trouve que j'avais un patient qui travaillait à la mairie de Saint-Denis, donc il m'a demandé de participer au débat qu'il y avait à propos de cette exposition, et j'ai accepté. Et quand je suis arrivée, j'ai été très étonnée de trouver une foule, une masse de gens qui vociféraient, qui étaient contre, qui ne voulaient pas que ce débat ait lieu. Alors pourquoi? Parce que c'était un artiste sud-africain qui avait la peau blanche, qui faisait qui présentait son travail dans l'exposition. L'exposition était au sous-sol, donc c'était une exposition très intéressante sur les conséquences de la colonisation en Afrique du Sud. Il y avait des tableaux vivants avec des comédiens, c'était très très intéressant. Et donc la mairie a dû faire appeler la police et le débat n'a pas eu lieu. Et j'ai eu après des discussions avec des collègues, enfin pas des collègues, des gens qui étaient invités en tout cas à ce débat et qui avaient fait circuler qu'il ne fallait pas venir, qu'il ne fallait pas y aller. Donc il y en a une qui est historienne que je connais et que j'apprécie beaucoup, et je lui ai dit mais pourquoi tu as refusé de venir discuter? Et donc elle m'a dit mais écoute, on m'a dit de Londres, parce que c'est une exposition qui était passée à Londres d'abord avant de venir à Paris, que c'était une exposition raciste. Bon, alors j'ai dit mais écoute, tu l'as vue cette exposition? Non. Alors, c'était déjà quelque chose de très... Bon, moi, j'ai vu l'exposition, elle était très dure, très violente, mais ce n'était pas du tout... Bon, je dépend de ce qu'on appelle racisme. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'éléments de racisme dans cette exposition, mais ce refus de parler m'a vraiment stupéfait, en tout cas de la part de quelqu'un avec qui je discute beaucoup. Bon. Et puis c'est vrai que la parole... fait venir le dialogue. Le dialogue, ça met celui qui parle en relation avec un interlocuteur ou avec plusieurs interlocuteurs, mais il y a 2 places quand il y a un dialogue. Et il y a une place qui est, et c'est des places qui sont organisées par la parole. Hein.
il y a une place qui est une place d'autorité symbolique, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas des coups de poing, on ne s'injurie pas, on parle, et c'est l'autorité de la parole que l'autre entend dans ce que nous disons, ce à quoi il peut répondre, ce qu'il conteste, ce qu'il ne conteste pas. Et l'autre place, c'est la place de celui qui écoute, voilà, l'autre, la place de l'autre, celui qu'on a tendance à vouloir mettre à l'extérieur. Donc, mais ce qui est important, c'est que ces deux places-là ne sont pas fixes. Celui ou celle qui occupe l'une et l'autre place, ça peut bouger. Hein. L'autre, évidemment, peut devenir locuteur et l'autre interlocuteur. Et puis, voilà. Et donc ça, c'est une chose très importante parce qu'il n'y a pas de place fixe, figée, et c'est la parole, et on parle. Donc ça, c'est une forme de discours que les psychanalystes appellent discours du maître. Et le maître qui est en position, celui qui occupe la place de l'autorité symbolique, le maître c'est la symbolique, c'est la parole. Ça n'a rien à voir avec le maître colonial, puisque nous sommes là pour parler de ça, qui occupait une place qui ne pouvait pas bouger, puisque c'est lui qui occupait cette place, et il l'occupait par la force et par les coups, et voilà. C'était une position hiérarchique, en tout cas, très tenue par quelqu'un, et qui ne pouvait pas être occupé, il n'y avait pas de jeu de place comme ça, on ne pouvait pas occuper cette place. Bon, si vous avez l'occasion, lisez Caroline Houdin-Bastide, qui a écrit sur l'esclavage et les châtiments corporels pendant l'esclavage. C'est une historienne enfin, là maintenant elle n'écrit plus sur les Antilles, son dernier bouquin elle a écrit sur sa grand-mère, qui était une grande aventurière européenne. Voilà. Donc la parole, il faut savoir que avec la parole on ne peut pas dire tout de l'expérience humaine. Il y a des choses qu'on ne peut pas, qui ne passent pas par la parole, parce que la parole a une structure qui est la structure du langage, qui est une structure symbolique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une structure qui est discontinue. Ça va ? Ça va ? Discontinue, ça va. C'est pas du continu. Nous sommes les seuls animaux, les êtres humains, nous sommes les seuls animaux à parler, des êtres parlants. Hein, c'est comme ça que le psychanalyste Jacques Lacan nous appelait, nous sommes des êtres parlants. Et ça a beaucoup de conséquences de parler. Ça a des conséquences sur notre sexualité, ça a des conséquences sur le rapport à l'autorité, ça a beaucoup de conséquences. Bon, on ne va pas... Ce que je voulais vous dire, un point très important, c'est que Emmanuel a fait référence à ce qui se passe en Martinique actuellement, qui illustre bien, on tombe à pic avec ce que nous essayons de dégager comme... c'est ce qu'on nous appelons des activistes, hein, puisque tu as pu parler avec un activiste... je ne sais pas comment il se positionne là par rapport à ce qui se passe en Martinique, mais il n'y a pas de place pour la parole. Hein, on ne parle pas. On s'injurie, sont des violences verbales et physiques, on se castagne, on démolit, on brûle, enfin bon, tout ce que vous savez. Alors, la société martiniquaise n'a pas l'exclusivité de ces affaires-là. La télé, les médias nous donnent sans arrêt ça déverse de plus en plus les violences, et il y a peu de pays dans le monde qui sont épargnés par la violence. Concernant la société martiniquaise,
je crois qu'il y a un point très important, ce qui revient sans arrêt, ce qui se répète, il y a une répétition, et ça, retenez ce mot, parce que c'est un mot très important, la répétition de l'agir comme ça, qui ne laisse pas de place à la pensée, à la réflexion. Justement, il ne faut pas réfléchir, il faut sans arrêt, il faut que ça se répète. Et il y a un discours répétitif dans les sociétés antillaises, c'est le discours sur l'esclavage. Hein. Voilà. Comment s'en sortir de cette affaire-là? Comment s'en sortir? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'histoire de la Martinique, de la société martiniquaise, moi, ce que je dis maintenant, c'est que la société martiniquaise n'a pas été colonisée. Les sociétés des vieilles colonies, pas celles du 19e, hein, n'ont pas été colonisées. Elles sont nées de la colonisation, hein, ce qui est très différent. Ce qui inscrit dans les relations entre les colons et leurs descendants, et les esclaves et leurs descendants, ce qui inscrit une violence qu'on ne peut pas évacuer comme ça. Ça se barre pas dans l'air. Ça a marqué des générations. Il y a eu l'abolition de l'esclavage avec attribution des noms. La question des noms de famille est très importante, on ne va pas en parler ce soir, est très importante, de la transmission dans une filiation. Et puis, en 1946, il y a eu la demande d'assimilation intégrale. Non, c'est très important, parce qu'il y a eu un homme politique antillais qui n'était pas d'accord, c'est Valentino de la Guadeloupe, qui a, dès ce moment-là, a pointé le risque. Il était pour une assimilation, mais pas une assimilation intégrale, comme le voulait Césaire, hein, puisqu'il voulait l'égalité de citoyenneté avec les citoyens français. Donc Valentino disait assimilation intégrale, il voulait l'assimilation des personnes, mais l'assimilation intégrale, ça va nous rendre dépendants de décisions qui seront prises à Paris, dans des cabinets, par des gens qui ne connaissent pas nos problèmes, nos questions. Donc il était contre, il a fini par signer la demande d'assimilation intégrale, mais au départ, il n'était pas d'accord. Voilà. Donc, répétition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la répétition? Pour la psychanalyse, elle a été la question de la répétition est venue à obliger Freud à modifier sa théorie de l'inconscient, puisqu'il pensait que nous, le fait de parler, nous avons une part de nous-mêmes qui constitue l'inconscient, et Freud pensait, la première partie de sa théorie, c'est qu'il pensait que ce qui déterminait nos actes et nos pensées au niveau inconscient était c'était la détermination de ce qu'il a appelé le principe de plaisir. C'est que nous recherchions le plaisir, à nous sentir bien et à faire des relations, du lien social. Mais il était obligé, par rapport à la clinique, ce qu'il entendait dans sa clinique, et aussi ce qui s'est passé, vous savez, en Europe avec le nazisme, et puis dans sa clinique, il était obligé de revenir sur cette première théorie du principe de plaisir qui détermine nos actions et nos pensées pour élaborer une autre pulsion qu'il a appelée la pulsion de mort. C'est-à-dire que nous ne sommes pas régis par une recherche du plaisir et du bien-être, que nous sommes régis sur le plan inconscient par une pulsion
qui nous pousse à répéter des traumatismes. Hein. Il n'y a pas la notion la question de la répétition la question du traumatisme a obligé Freud à élaborer la question de la répétition. Alors, il y a plusieurs choses, je vais aller vite. C'est que c'est le traumatisme après la Première Guerre mondiale, il y a eu des névroses de guerre. Et il était très étonné de voir que les gens qui avaient subi, des soldats, des militaires, des gens qui avaient souffert de la guerre, que ça revenait sans arrêt. À leur insu, dans le rêve, dans les cauchemars, c'était des cauchemars.